D'abord, il faut relire Entre les gouttes, où on montre dans certains chapitres comment justement des gens qui n'étaient ni des réactionnaires enragés, ni des communistes utopiques ont été pris en sandwich, parce qu'il y a eu au fond deux très grandes forces qui se sont heurtées. Pour nous, Européens, il faut dire que la force la plus menaçante, c'était l'Union soviétique. Il semble bien quand même que sous la domination de Staline, les dirigeants soviétiques pensaient que la fin de l'Allemagne hitlérienne et la défaite de l'Allemagne marqueraient assez vite la chute de l'Europe tout entière sous la domination soviétique. Peut-être pas tous, mais enfin beaucoup. Un attaché militaire français qui s'était lié de confiance, d'amitié avec des responsables raconte qu'un jour, où ils avaient peut-être bu un peu, un haut responsable lui a montré la médaille qu'on avait déjà frappée à Moscou pour célébrer la prise de Paris. Parce que vraiment, on avait l'impression que la Russie voulait absolument prendre toute l'Europe, s'étendre si possible ailleurs, mais pour l'Europe, on était vraiment sous la menace. Il faut dire que les Américains, qui étaient une grande puissance, mais qui dominaient des pays comme l'Amérique latine ou certains pays d'Asie, n'étaient pas encore cette puissance mondiale. Ils avaient la puissance, mais ils ne s'en servaient pas tellement. Quand l'Europe a été libérée des nazis, ils sont repartis très vite en Amérique. Il faut dire qu'ils sont repartis en emmenant avec eux le maximum de savants nazis, ce que les Russes avaient fait de leur côté d'ailleurs. Mais enfin, ils ne semblaient pas vouloir prendre l'Europe. Or, les Russes, à la suite d'un accord sur les zones d'influence, où on disait que l'Europe orientale serait amie des Russes, on n'avait pas dit qu'elle devait devenir communiste, mais qu'elle serait dans des régimes qui ne pourraient pas porter d'ombrage à la Russie. Ils en ont profité pour noyauter les administrations, la police, les services secrets, les services financiers, et ils ont fait des faux complots où ils ont mis tous ceux qui n'étaient pas communistes en prison, où ils les ont tués. Ils ont installé des dictatures dans tous les pays d'Europe orientale, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, l'Allemagne de l'Est, puisqu'on leur avait laissé une moitié d'Allemagne. Il y a un pays où ils auraient voulu le faire, où ça a très vite échoué, c'est la Yougoslavie, on en a parlé un jour, où Tito a fait une dictature communiste, mais qui n'obéissait pas aux Russes. Et les Russes donnaient vraiment l'impression qu'ils voulaient aller plus vers l'avant. Par exemple, ils menaçaient d'envahir la Finlande. La Finlande avait fait la bêtise de s'allier pendant quelque temps à Hitler pour récupérer des terres que la Russie lui avait prises, mais ensuite les dirigeants étaient partis. Ils menaçaient la Finlande. Vers le sud-est, ils menaçaient d'envahir la Perse. En Europe, on a quand même... on en est resté à peu près là jusqu'en 1947, où on a vu que vraiment ce qu'on appelait la soviétisation avançait, sauf dans un pays qui restait relativement démocratique, c'était la Tchécoslovaquie, qui était dans la zone d'influence soviétique, mais où il y avait des social-démocrates, des libéraux, des communistes. Et alors, ce qui a tout déclenché, ça a été en 1947, ce qu'on a appelé le plan Marshall, où les Américains ont dit, bon ben, puisque l'Europe est démolie dans la misère, etc., nous allons faire un plan d'aide à l'Europe à une seule condition, c'est qu'il y ait un organisme unique européen qui répartisse cette aide, ce qui au fond était déjà l'amorce de l'Europe. Alors tous les États d'Europe occidentale ont dit oui. La Russie a fait savoir aux États d'Europe orientale qu'il ne fallait pas adhérer à ce plan Marshall, que c'était une machine américaine. La Tchécoslovaquie a voulu adhérer à ce plan Marshall et il y a eu un coup d'État. Je ne sais plus si c'est début 48, je crois, où vraiment il y a eu un putsch, où les communistes ont pris le pouvoir, ont assassiné un certain nombre de gens, les ont mis en prison, et là on a vu vraiment qu'il y avait ce qu'on pouvait appeler le rouleau compresseur. Alors les Européens ont d'abord fait une union à 5, la France, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg. Ils ont fait ce qu'on a appelé le traité de Bruxelles, qui un an plus tard est devenu le pacte atlantique, c'est-à-dire que l'Amérique est rentrée dedans. L'Amérique donnait sa garantie. Entre-temps, il y avait eu quand même des choses assez sérieuses. J'aurais dû le dire dès le début. On avait convenu que l'Allemagne orientale serait sous l'influence soviétique, mais que la ville de Berlin resterait
coupé en 4, avec 3 secteurs pour les Occidentaux, un secteur pour les Soviétiques. Et on pouvait circuler librement, aller à Berlin, d'Europe de l'Ouest à Berlin, prendre l'avion, prendre le train. Et brusquement, les Soviétiques ont fait le blocus de Berlin. Les Européens se disaient, si on n'a pas les Américains avec nous, les Américains qui ont la bombe atomique, ça peut faire peur aux Russes. Mais les Russes ont une armée tellement plus puissante. Alors il y avait la très puissante armée soviétique classique, ils n'avaient pas encore la bombe atomique. Et de l'autre côté, l'Amérique, qu'on voulait absolument décider à donner sa garantie aux Européens. Et alors les Américains, là, ils ont joué un peu le tout pour le tout à Berlin. Ils ont dit, bon, vous bloquez Berlin, mais nous envoyons des avions pour ravitailler Berlin. Et si vous attaquez ces avions, on ne sait pas ce que ça peut donner. C'est ce qu'on a appelé le pont aérien, où pendant je ne sais combien de temps, je crois plus d'1 an, Berlin-Ouest a été ravitaillé uniquement par les avions américains. Et à ce moment, alors, il y avait en France des grèves très très dures, où ils partaient de choses réelles, comme les conditions de travail des ouvriers qui étaient difficiles, mais où le Parti communiste qui était très fort et la CGT qui était vraiment à ses ordres à ce moment, faisaient des grèves très très violentes où dès qu'un type n'était pas d'accord, on lui tombait dessus. C'était presque de l'insurrection. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, si on rappelle avec des vieux, ils disent que c'était presque comme si les gens avaient pris le pouvoir. Et quand les CRS arrivaient, les CRS qui ont été fondés à cette époque, bien, ils étaient considérés un peu comme des libérateurs par la population. À l'époque, c'était parce que les communistes menaçaient vraiment de faire un coup d'État. Alors en France, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en réaction, il s'est créé un parti de droite très anticommuniste, et malheureusement, De Gaulle a pris la tête de ce parti. Alors la démocratie française, si on peut dire relative, avec les socialistes, les démocrates chrétiens, les radicaux, était attaquée de 2 côtés à la fois. De Gaulle, qui était vraiment à ce moment l'extrême droite, et les communistes. Et au fond, on avait l'impression que De Gaulle et les communistes n'avaient qu'une envie, c'est de se taper dessus. Un peu un rêve de guerre civile. Mais l'idée, c'était quand même que la France tombe du côté communiste. De même qu'il y avait eu une insurrection en Grèce au lendemain de la libération, où les communistes ont essayé de prendre le pouvoir en Grèce, violemment. Alors ce qui est terrible, c'est que le gouvernement tenu par les Occidentaux pour contrer les communistes a fait appel à d'anciens types qui étaient plus ou moins fascistes, qui n'avaient peut-être pas collaboré avec les Allemands, mais qui étaient vraiment fascistes. Et au fond, la guerre froide, c'était une bataille pour le contrôle de l'Europe. Et quand on sortait le matin, quand on allait acheter du pain ou le journal, ça se passait comment? Les gens se regardaient de travers? Il y avait une électricité dans l'air Non, réellement mais en France, il y avait des moments où, quand les manifestations étaient violentes, non, on ne peut pas dire que les gens vivaient tout le temps, dans une dans la paranoïa paranoïa. Mais un peu comme les gens qui vivent à l'abri d'une falaise, ils savent que la falaise peut tomber, mais ça ne les empêche pas de vivre. Ou les gens qui habitent au pied d'un volcan, on leur dit qu'il faut s'en aller. Non, 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 on est très bien ici. On continue à faire des films, à s'amuser, à danser, à aller en vacances. Mais enfin, il y avait le sentiment quand même que la guerre pouvait revenir. Puis il y avait aussi le fait que, après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de pays qui avaient été colonisés par les puissances européennes se disaient, bon, ils se sont battus contre Hitler au nom de la liberté des peuples, etc. D'un autre côté, des grandes puissances comme la France, l'Angleterre, l'Italie sont dans le 36e dessous. Nous aussi, on voudrait bien notre indépendance et c'est peut-être le moment. Ce qui fait qu'il y a commencé à avoir des mouvements d'indépendance qui avaient depuis longtemps, mais qui devenaient forts. Par exemple, aux Indes, les Anglais sont partis. La Chine est devenue communiste. Au début, elle était l'alliée de la Russie. La Chine appuyait sur les autres États d'Asie pour dire on va vous aider, avec parfois des conflits. Nous, on voyait ça surtout en Europe, puis on voyait surtout ce qu'on appelait le rideau de fer, c'est-à-dire là où il y avait des soviétiques et là où il n'y en avait pas, parce que dans tous les pays où ils avaient évidemment installé des régimes communistes, les Russes avaient signé des accords avec le pays qui prévoyaient la présence de troupes soviétiques. Ce qui permettait à De Gaulle de dire les chars soviétiques sont à 2 étapes du Tour de France de Strasbourg. Parce qu'effectivement, il y avait un endroit où la frontière tchécoslovaque s'avançait beaucoup. Dès le début, il y a eu une grosse méfiance entre les différents alliés, parce que chacun savait que l'autre était une grande puissance.
Mais au début, je crois vraiment que l'Amérique ne regardait pas tellement à dominer l'Europe. Ensuite, il y a eu un impérialisme culturel, industriel, mais je crois Parce que que l'Europe est un marché. oui, et l'Europe voulait, l'Amérique voulait que l'Europe soit un marché, mais j'ai pas l'impression qu'elle voulait absolument avoir une influence politique déterminante sur l'Europe. Elle s'intéressait à l'Amérique latine, elle s'intéressait à l'Asie, mais pas tellement. Et alors, par exemple, il y a une chose qui montre bien, c'est que pendant l'année 43, les Anglais et les Américains, puis De Gaulle, mais enfin surtout les Anglais et les Américains, ont préparé le débarquement. Ils ont dit, bon, ben, on va vers ce qu'on appelle le deuxième front. Les Anglais étaient dans leur île, les Anglais avaient pris, mais les Américains avaient repris l'Afrique du Nord aux Allemands. Il y avait le front où on se battait sur le front de l'Est avec les Russes d'un côté, les Allemands contre eux. Et les Russes disaient, mais vous savez, c'est épuisant, il faut un deuxième front. Et les Anglais et les Américains étaient d'accord, disons, pour battre Hitler, il faut un deuxième front que l'armée allemande doit se battre sur deux côtés. Et alors Churchill avait dit, il faut que le débarquement ait lieu en Yougoslavie. Comme ça, nous remonterons vers la mer Baltique et nous ferons un espèce de barrage pour empêcher les Russes de dominer l'Europe orientale. Et Roosevelt a dit non, il faut libérer d'abord la France, les Pays-Bas, etc. Alors, pour nous, notamment les Juifs français ou les résistants français, c'était beaucoup mieux qu'ils viennent d'abord libérer l'Angleterre, mais ça prouve que des deux côtés, on s'attend, et surtout du côté anglais, qui était plus conscient de l'Europe, on s'attendait quand même à un grand expansionnisme soviétique. Les Russes avaient compris qu'ils n'avanceraient plus. Une fois qu'il y a eu le pacte atlantique, qu'il y a eu toute la réorganisation des armées occidentales, ils ont fait quelques tentatives d'intimidation, mais ils sont plus sortis de ce qu'on pourrait appeler leur Europe de l'Est satellite. Et alors, en 61, il y avait donc toujours Berlin, 4 secteurs, enfin le secteur occidental qui était un peu unifié, où on vivait à l'américaine, à la française, à l'anglaise, et le secteur russe, qui était théoriquement soumis au gouvernement de l'Allemagne de l'Est, mais à toutes les occasions, les Allemands de Berlin-Est allaient à Berlin-Ouest, faisaient des achats, lisaient des journaux, écoutaient des radios, et les Russes ont trouvé que ça ne pouvait pas durer. Et je crois qu'en une nuit, ils ont construit un mur en 61 à Berlin-Est. Alors ensuite, la guerre froide a rebondi, justement, alors, hors d'Europe, par exemple, en 63. Bon, en 105, là on voit bien la bêtise des Américains dans leur zone. En 59, enfin jusqu'en 59, il y avait à Cuba un régime vraiment de dictature féroce d'un certain Batista. Un avocat libéral et ses troupes, Fidel Castro, l'ont renversé. Mais comme ça pouvait menacer certains intérêts américains, les Américains ont tout fait pour déloger Fidel Castro du blocus. Je crois que c'était en 61, il y a eu une tentative de débarquement à la baie des Cochons qui a été assez dramatique. Et bon, et puis on pouvait penser que c'était fini. Mais Khrouchtchev en Russie a dit on va profiter de ça. Il a fait un accord avec Cuba, comme quoi il installerait des fusées à Cuba. Des fusées soviétiques qui pouvaient atteindre l'Amérique. Alors là, la Mac a dit non, ils ont envoyé une flotte, et les deux flottes allaient un peu l'une vers l'autre. La flotte russe qui apportait les fusées, la flotte américaine et l'aviation américaine, et ils allaient peut-être... Et au des moments, Khrouchtchev a retiré il n'a pas mis ses fusées. Donc, si tu veux, la guerre froide s'était transportée aussi à Cuba. Elle s'était transportée aussi à Suez, en 1956. Mais donc... la guerre froide, c'est essentiellement le reste du monde et l'Empire soviétique. Mais l'ennui, c'est que, à partir de cette guerre froide, se sont développés d'autres impérialismes et maintenant, cette espèce de quasi-domination américaine, mais qui est quand même moins sauvage puisque en France, par exemple, on a pu résister à la pression américaine sur beaucoup de points. Sur le cinéma, par exemple. Il y a eu les négociations commerciales où ils voulaient un accord mutuel de libéralisation totale des échanges. La France a pris l'initiative, aidée par les autres États d'Europe, et on a abandonné cette idée. C'est qu'en ce moment, les Américains sont un petit peu obsédés par l'idée du libre-échange,
sans voir qu'entre un type très très fort et un type très très faible, bon ben ce libre-échange, c'est le pot de terre et le pot de fer. Mais ça, il faudra qu'on le reprenne quand même. D'accord. D'ailleurs, je vais avoir le bouquin de Grosser qui rappelle très bien comment a démarré la guerre froide, qui s'appelle Les Occidentaux.